Je connais très bien mon marché, je connais très bien mes locataires. Je sais exactement où est-ce que je veux acheter. Et moi, ce qui compte, c'est l'emplacement. Hein. C'est un peu le terme un peu de l'immobilier. Mais tu peux me donner une super affaire qui est à 1000 km de chez moi, j'irai pas. Charge mentale. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de ma question préférée. Donc aujourd'hui, on va traiter une classe d'actifs qu'on n'a pas encore traitée puisqu'on va parler de parking. Voilà, je n'ai pas été très original dans le choix de l'invité parce que vous l'avez écouté dans, à mon avis, beaucoup de podcasts. Mais on va trouver, ne quittez pas, on va trouver plein de questions. J'ai 1000 questions à poser à Alexandre Lacharme. Salut Alexandre, comment vas-tu ? Très bien, je te remercie. Donc, tu as une actualité aujourd'hui, puisque tu sors un livre, qui est juste là, on va faire la pub. Voilà, tout à fait. Donc, investir dans les parkings. Voilà, exactement. On va parler un petit peu de ça. Tout d'abord, pour les gens qui n'auraient pas écouté toute la concurrence dans les podcasts sur les finances perso, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ton activité, comment tu es rentré là-dedans, tes premières opérations? Voilà, et pour le détail, au pire, allez voir les copains podcasteurs, allez les écouter. Oui, tout à fait. Donc moi, je m'appelle Alexandre Lacharme, j'ai 36 ans, je suis parisien. J'ai commencé à investir dans les parkings en 2013, donc il y a 9 ans maintenant, avec une première place dans le 18e pour 4 000 €. Donc, tu vois, 4 000 € comme investissement immobilier à Paris, même en 2013, c'était quand même assez atypique et rare. Donc ça mérite d'être souligné. Et c'était une petite place de parking où tu pouvais garer qu'un 2 roues. Donc une moto ou un scooter. Du coup, personne n'en voulait. L'agent immobilier ne savait pas quoi faire, ça restait sur ses bras. Et du coup, le prix était bas. Et ils n'ont trouvé pas d'acquéreur à l'époque, parce que c'est un micro-marché qui n'existait pas. Et toi, tu étais clairement précurseur, puisque à l'époque, on pouvait, pour les Parisiens, encore se garer un peu à la sauvage. On trouvait des zones de stationnement pour le 2 roues, alors que maintenant, on va voir, c'est le vrai sujet. C'est le vrai sujet, puisque ça va devenir payant à partir de septembre. Ça y est, c'est acté à Paris. Tu connais à peu près, pour dire aux auditeurs, les futurs tarifs? Tu as une idée? Je me souviens plus, je les ai vus passer, mais je crois qu'au mois, je sais plus, un peu moins d'entre 50 et 100 € peut-être quand même. Mais ça dépend des zones. Je crois qu'il y a des zones. En voirie, quoi. Ouais, en voirie. Je crois que c'est comme pour les voitures. Il y a des zones, c'est plus cher en centre de Paris qu'à la périphérie de Paris, tu vois, dans les environnements, dans les arrondissements qui sont autour de la ceinture, de la ceinture de Paris. Mais en tout cas, ce sera plus cher que mes propres parkings ou que les parkings de roues. Ouais. Et en plus, je suppose que les personnes qui auront accès seront les résidents. Oui. Donc, les personnes comme moi qui habitent en banlieue, je viens en 2 roues dans le centre de Paris, je vais galérer à trouver des endroits de stationnement. Je pense que ça va être compliqué, ouais. Alors ça va peut-être évoluer après leur tarification, mais pour avoir vu rapidement, c'était assez cher. Effectivement, c'était plutôt orienté vers les résidents. Donc c'est bon pour le business des parkings en tout cas. Ouais, parce que ça c'est vrai, c'est un grand mot, mais si on fait un point macro, je pense qu'il y a 2 visions de voir un petit peu quand j'ai un peu travaillé ce sujet. C'est soit les pessimistes vont te dire c'est la fin de la voiture, donc ça sert à rien d'avoir des parkings, ou à l'inverse, bon, on en pense qu'on veut, mais on va voir vite ce que j'en pense en utilisant le mot d'ayatollah vert au niveau des mairies qui vont supprimer de plus en plus de places. Donc, effectivement, l'offre se restreint, la demande va peut-être diminuer, mais il y aura toujours la demande, donc les prix vont continuer à gonfler, non ? Je pense. C'est le scénario que je vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, la tendance, si on prend Paris, mais les grosses villes de France suivent le pas, on a une suppression des places en voirie. Bordeaux, par exemple, avec la nouvelle mairie, c'est typiquement... On a une suppression des places en voirie pour faire des parkings pour les trottinettes, pour faire des terrasses pour les restaurants, des espaces verts aussi, tu vois, de la végétalisation des trottoirs de Paris. Donc on a une raréfaction, une diminution de ces places. Le facteur aussi à prendre en compte, c'est qu'il y a de moins en moins de voitures à Paris. Il y a moins d'un tiers des Parisiens qui ont une voiture personnelle.
Donc ça ne cesse de baisser. Il y a quelques arrondissements qui font de la résistance, notamment le 16e arrondissement, qui est l'arrondissement où on a le plus de voitures personnelles pour des raisons... pour caricaturer, il faut aller à Deauville. Voilà, pour des raisons un peu sociologiques. Disons, voilà, c'est une clientèle qui aime avoir son confort, qui est prêt à payer le prix, etc. Mais si on est malin, on se rend compte que les besoins évoluent. Et pour les détracteurs du parking qui disent il y a de moins en moins de voitures à Paris, mais il n'y a pas moins en moins de deux roues. Ouais, il y a même une augmentation. Il y a une augmentation ces 10-15 dernières années de deux roues. Et ces deux roues, qui soient thermiques ou électriques, il faut pouvoir les garer, puisqu'ils sont de plus en plus chers. Bien sûr. De plus en plus chers. Du coup, qui dit plus cher, dit plus d'investissement et dit on n'a pas envie de se le faire abîmer. Donc il y a plusieurs choses. Il y a ils sont de plus en plus chers. Donc on n'a pas envie de se les faire esquinter, les intempéries, les dégradations, etc. Et deuxième phénomène dont on a parlé tout à l'heure, à partir de septembre, ce sera payant sur la voirie. Donc, si tu veux, ces deux facteurs font qu'aujourd'hui, il y a une demande et il y a une clientèle qui est prête à payer quelques dizaines d'euros, entre 45 et 70 euros, grosso modo, pour garer leurs deux roues qui vaut entre 5 et 10 000 euros. Ouais. Et on va parler un petit peu des tickets d'entrée. Tu parlais de l'acquisition que tu avais fait à 4 000 euros. Aujourd'hui, tu as de la data, des chiffres pour dire une place de parking. Je suppose que ça évolue en fonction de la ville et des quartiers, mais en moyenne, c'est quoi le ticket d'entrée ? À l'échelle de la France ou de Paris ? Oui, on va prendre la France et après Paris, même si je suppose que pour le moment, tu regardes que les grandes villes, les métropoles régionales, donc il n'y a pas d'écart. Des acquisitions urbaines, contrairement à d'autres qui achètent des batteries de garage à la campagne. Moi, c'est pas mon positionnement. D'accord. Je dirais qu'un parking, c'est entre 20 et 25 000 euros en moyenne. En moyenne. Entre 20 et 25 000 euros. À Paris, peut-être un peu plus cher. Je dirais 25 000 euros. Mais pas vraiment beaucoup plus cher. Après, on va démarrer en dessous de 10 000 euros pour des places deux roues. En général, c'est aux alentours de 10 000, parfois un peu moins. Elles sont très peu identifiées, c'est pas mal de off-market, etc. Mais c'est autour de 10 000. Une très belle place, vraiment spacieuse, effectivement, on peut être à 30 000, 35 000, voire plus si affinité, ça dépend du quartier aussi. Parce que sachant que la majorité des parkings qui sont en souterrain à Paris, ce sont dans des résidences des années, on va dire 70, 80, dans Paris intramuros, je parle. Et du coup, à l'époque, les places, les voitures étaient plus petites. Donc les voitures d'aujourd'hui, on a la grande mode des SUV, ont du mal à rentrer déjà dans les rampes et en plus à se garer. Ouais. Donc une belle place, c'est vraiment surcoté. Donc c'est pour ça qu'on a des parkings qui peuvent valoir plus de 50 000 euros. Et au niveau des superficies, est-ce qu'il y a une réglementation ou c'est à la louche ? Aujourd'hui, il y a des réglementations, mais disons qu'à l'époque, le plus gros du marché, je te disais les 70, 60, 70, c'est les immeubles en fait qui sont en béton. C'est les immeubles 60, 70, 80, etc. Les places étaient petites. Elles font pas forcément 5 mètres sur 2,50 mètres de large. Il y a des places plus petites. Et si on est malin, on peut les acheter puisqu'elles sont dévaluées dans la mesure où toutes les voitures ne peuvent pas se garer. D'accord, où c'est compliqué, il faut faire une manœuvre et ça saoule les gens. Qui dit dévaluation et qui dit usage différent, si on est audacieux et astucieux. Ok. Et pour les deux roues, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un standard ou pas du tout ? Il n'y a pas de standard sur un parking privé. Bon, en général, un deux roues, il faut que la place fasse 1,10 m, 1,20 m de large. C'est bien. Il faut qu'on puisse sortir à gauche, sortir à droite et qu'on puisse mettre toutes les tailles de deux roues, du 50 cm3 jusqu'au 500, si c'est un scooter ou plus, c'est affinité. Et pour toi, c'est plus intéressant d'être dans une place, on va dire, ouverte ou dans un box ? Ah, ça c'est une bonne question. Moi, je préfère les places ouvertes. C'est très personnel. Alors effectivement, un box, tu peux le louer plus cher. On peut aussi faire un peu de stockage discrètement. C'est à l'abri des regards. Ça coûte plus cher ? Ça coûte plus cher à l'achat, un box. Et ça se loue plus cher. Donc aussi. En termes de rentabilité, puisqu'on le répète, la rentabilité, c'est les loyers divisés par la valeur vénale. En termes de rentabilité, moi, je trouve qu'un box, c'est un peu surévalué en termes de coût d'acquisition. Une place ouverte va être à peu près 20% moins chère. Et l'avantage de la place ouverte, c'est que tu n'as pas la porte qui s'abîme, la serrure qui s'abîme. Et moi, j'aime bien les business un peu feignants qui sont très passifs. Et sur une place ouverte, tu n'as rien à faire. Le seul entretien, c'est un coup de peinture tous les 10 ans sur le marquage au sol.
Ouais. Donc moi, j'ai vraiment simplifié au maximum. Donc j'ai privilégié les places ouvertes. Et en plus de ça, les places ouvertes, si elles ont une disposition un peu sympathique où tu peux, le deux roues peut sortir devant, derrière ou sur le côté, tu peux en mettre plus souvent. Ok, puisque là, on va mettre de côté un petit peu la notion de rendement, puisque c'est le but, et comment tu as hacké ça en modifiant les usages de la place, de passer de voiture à deux roues notamment. Et en écoutant donc, les nombreux podcasts dans lesquels tu es passé, donc, on parlait beaucoup de stratégie de rendement, mais peu de value. Et aujourd'hui, puisqu'avec le petit point macro qu'on a fait et cette raréfaction du nombre de lots disponibles, de places, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas aussi une stratégie value à se dire j'achète un actif qui normalement va s'apprécier du fait de la rareté. Et est-ce que un peu comme on peut voir sur YouTube les gens qui font de l'achat-revente, est-ce que toi, tu t'es dit, pourquoi pas aussi travailler ce type d'investissement-là ? Pourquoi pas Pourquoi pas. Moi, si tu veux, ma stratégie, c'était plutôt la stratégie d'une foncière, c'est-à-dire d'acheter, d'être propriétaire et d'avoir un revenu, un loyer. C'était plutôt ça, ma stratégie. Maintenant, une stratégie plus de marchand de biens, où on va acheter des lots qui sont un peu dévalués parce qu'ils sont atypiques et qu'on va pouvoir les revendre au prix fort, pourquoi pas. Tu vois, en le marketant, par exemple, donc oui, ta spécialité, c'est de transformer on va dire, une place de parking un peu compliquée pour une voiture et en faire pour les deux roues. Est-ce que, par exemple, je dis n'importe quoi, mais si tu as un rendement tu achètes un actif, il te donne un rendement de 8 à 10%, tu vois, tu pourrais très bien dire... je vais le marketer, je vais expliquer aux gens comment ça se passe. En plus, si tu commences à avoir une petite communauté de gens intéressés, tu revends le rendement à 7 au lieu de 10 parce que tu as augmenté le prix de vente et toi, tu gagnes ta vie sur la plus-value. Tu as expliqué le concept, les avantages, tu as tout cleané en termes de règlement de copro. Tu rassures tes investisseurs du fait de tes connaissances juridiques. Voilà, et ça, est-ce que c'est pas une idée aussi de... C'est une idée, hein. C'est une idée, c'est peut-être la next step, hein. La version 2 de mon business. C'est une idée de faire ça, de proposer un rendement clé en main. On voit ça déjà sur des annonces spéciales. Tu sais, quand il y a marqué ce titre un peu aguicheur, spécial investisseur, moi je me fie toujours de cette tirade, spécial investisseur bon plan, en général je prends mes jambes et je cours. Mais effectivement, ça existe déjà, mais de manière très spontanée. Mais le marketer, le rendre plus institutionnel, c'est quelque chose que je fais parce que j'ai une vraie expérience, ça fait 10 ans. Donc je pourrais effectivement acheter des places, les remarketer et puis prendre ma marge. Effectivement, ça resterait plus de 5%. Oui. Dans Paris et l'avantage. Donc quand je dis 5%, que ce soit brut ou net, l'avantage, parce que si on me dit, voilà, c'est le même rendement qu'un appartement, admettons ce qui est faux, hein, mais admettons que ce soit le même rendement qu'un appartement dans Paris, tu n'as pas les inconvénients d'un appartement, les travaux, les fenêtres, la peinture entre les locataires, la législation. Tu n'as pas la loi Allure qui protège bien plus le locataire au détriment du propriétaire bailleur. Le parking, on est sur le code civil. Ça change tout. Bien sûr. C'est très important. Et il y a un point que moi je trouve hyper intéressant dans cette classe d'actifs-là, c'est l'absence de charge mentale. Parce que souvent, dans les investissements, on apprend achat-revente. Donc déjà, l'achat-revente, on rentre, à mon avis, dans un marché qui peut être baissier, ou du moins avec la remontée de taux là, qui va être assez dure. L'augmentation des prix, donc ça aussi c'est des stratégies qu'on va un peu revoir. Les rendements des immeubles de rapport à Trifouilly-les-Oies, quand il y a l'obsolescence immobilière qui tombe et les travaux, les machins, la législation, tu parlais de la législation aussi, les normes énergétiques dans un parking, tu as besoin de faire de l'isolation. Voilà, c'est pas compliqué. Non, c'est la copro qui gère. Voilà, donc tout ça, c'est vrai que tu as un rendement qui est bien, même s'il n'est pas non plus à 2 chiffres dans beaucoup de cas, mais il peut être très très correct. Peu de charge mentale, peu d'aléas. Donc effectivement, moi je trouve qu'il y a un ratio rendement-risque qui est hyper en faveur de ce type d'investissement, quoi. Je suis très content que tu en parles parce qu'on n'en parle pas assez. Et c'est vrai que la charge mentale, ça a un coût. Mais très important que les chefs d'entreprise connaissent. Ça a un coût
les propriétaires bailleurs qui gèrent des locataires, ce qui est mon cas. La charge mentale, c'est un coût. Et un des avantages du parking, moi, j'ai vraiment poussé à son paroxysme. C'est-à-dire que j'ai même pas acheté de box. J'ai pas acheté des garages en extérieur, comme certains de mes confrères, qui peuvent avoir la toiture qui s'abîme. Moi, j'ai vraiment acheté des places dans des cœurs de ville ouvertes en copropriété. Donc, j'ai réduit au maximum la charge mentale. Et c'est vrai qu'on a beaucoup moins de contraintes par la législation, comme on en a parlé. Et le fait qu'il n'y a pas d'aléas, de travaux, de dégâts des eaux. J'avais acheté un appartement dans les Yvelines il y a quelques temps, que j'ai revendu depuis. Dégâts des eaux, enfin, c'est impossible. Moi, je ne veux pas vivre ça. Dans ce cas-là, ça devient une prison. Et si tu as énormément de locataires, c'est du temps plein. Et finalement, cette espèce de promesse de liberté financière assez racoleuse, finalement, ça a plus de sens puisque tu changes une prison pour une autre. Moi, ces gens-là, je les appelle simplement des asset managers pour compte propre. Alors que souvent, j'ai fait un épisode, notamment avec Emeline Siron, qui, elle, s'est lancée, qui fait beaucoup d'investissements en colocation et autres, achat-revente, qui est des formations, qui était asset manager pour une boîte, et simplement qu'il fait à son compte personnel. Donc, il n'y a pas de notion de liberté, de temps libre, puisque c'est les mêmes métiers que simplement on fait pour soi. C'est comme quelqu'un qui va faire du trading dans une banque et quelqu'un qui fait du trading. Il est devant les marchés et son ordinateur avec 12 heures par jour. Hein. Non, les parkings, il y a une vraie notion de passivité des revenus. Alors, il y a toujours des locataires, à moins que tu sous-traites, mais il y a toujours des locataires à gérer. Il peut y avoir des bips qui se perdent, donc tu vois, c'est très restreint. Les contraintes, ça va être quoi? D'accord. D'ailleurs, sur ça, je me posais la question. Les bips, question bête, c'est toi qui peux les faire ou c'est forcément la copro? Alors, c'est une question qu'on me pose tous les jours sur les réseaux. Je veux acheter une place, je veux mettre 5 motos, comment on fait pour les bips? Alors, on peut acheter des bips sur Amazon ou quoi que ce soit, mais souvent, les copros codent les bips, on ne peut pas les dupliquer soi-même. C'est pas comme dans un garage, dans son pavillon, où on peut dupliquer. Là, si tu veux, les portes des copropriétés, l'émetteur, en fait, les récepteurs, tout est codé. Donc, tu n'as pas la possibilité de faire des duplicata. Sinon, ce serait trop facile et dangereux aussi, puisque tout le monde pourrait faire des bips et ça mettrait en péril la sécurité du parking. Donc, en fait, pour bloquer ça, il code ça, il bloque ça. Et du coup, pour récupérer des bips, tu es obligé de passer par le syndic ou le conseil syndical. D'accord. Qui parfois, par expérience, c'est la pure expérience, c'est ce que je dis dans le livre, peuvent s'opposer au fait de donner beaucoup de bips. Légalement, ils n'ont pas le droit de le faire. D'accord. C'est-à-dire que légalement, tu achètes un parking dans le 15e à Paris, tu peux dire au syndic, donnez-moi 4 bips parce que j'ai 4 locataires. Ils ne peuvent pas le faire, ils ne peuvent pas te bloquer. Mais parfois, tu peux avoir le conseil syndical qui est un peu frileux, qui va se dire, oulala, par jalousie, pourquoi pas. Parfois, il y a de la jalousie, mais attends, combien ils gagnent, etc. Moi, je galère pour payer mes charges, je ne suis pas d'accord, je mets des bâtons dans les roues, premier élément. Il y a des gens qui ont du temps à perdre. Deuxième élément, un jour, on m'a sorti la pollution. Invraisemblable, on m'a dit, oui, ça va polluer plus, il y a plus d'allées venues, ok. Troisième élément, ça peut être le fait qu'ils aient un peu peur pour la sécurité. Ils se disent, mais il y a des gens, 4 personnes, qui vont garer leur scooter, qui ne sont pas propriétaires de biens d'habitation dans la copropriété, j'en veux pas. Donc, c'est toujours bien de s'assurer que ça ne dérange pas, pour des raisons de cordialité, la copropriété. D'accord. Sur cet accès-là, moi, comme je te disais en off, j'embrasse mon beau-père qui est donc du coup cadre sub dans beaucoup de boîtes de parking. Il a eu une carrière là-dedans. Il est toujours dans cette activité-là. Donc on échange souvent, puisqu'en plus ma compagne a bossé dans des boîtes de parking. Donc j'ai subi des conversations, comme je te racontais, pendant mes 4-5 heures de voiture avec eux sur ces sujets-là. Et ce qu'il disait, c'est qu'il y avait des startups et maintenant tu le vois dans beaucoup de parkings, qui scannent directement ta plaque. Et ça t'ouvre la barrière parce qu'on repère que tu es le propriétaire du parking. Et du coup, je me disais, est-ce que dans le développement un petit peu, pour dégager de la rentabilité, puisque toi, tu es passé dans un mode grosso modo, je peux avoir, je sais pas, 120
euros pour une place de voiture, bah, je préfère en avoir 200 en ayant 4 euros. C'est exactement ça ma démarche. Voilà. Et effectivement, et là, avec l'optimisation, on voit pas mal de startups dans la mobilité, tout ça. Et c'est des débats, c'est savoir, est-ce que tu fais de l'abonnement ? Est-ce qu'au final, il ne faudrait pas faire de l'horaire ? Puisqu'on voit beaucoup de parkings, Indigo, Efia, Interparking, peu importe, qui font... Et là, tu peux avoir vraiment un boost de rentabilité qui est incroyable. Après, ça nécessite de mettre en place des process. Voilà. Et la question aussi qui est derrière, c'est est-ce que toi, tu fais uniquement de l'abonnement sur du particulier ou tu vas te dire, mais au final... Je m'aperçois qu'à Opéra, il y a beaucoup de boîtes, il y a des gens qui galèrent, et dire, par exemple, j'ai une place de parking et je vais prendre comme locataire, non pas la personne qui va l'utiliser, mais je ne sais pas, un cabinet d'avocats qui est toujours avec des mails avec les clients où c'est que je peux me garer, ou un conseiller en gestion de patrimoine au hasard, qui reçoit est-ce que je peux me garer si je viens vous voir, et que toi, tu pourrais, avec ces boîtes-là, proposer, mais pas de l'abonnement, là, de l'heure et facturer à l'heure ou ton... Alors, plusieurs choses par rapport à ça. Déjà, j'ai des clients pro parmi mes clients, mais c'est plutôt des pros. J'ai pas évangélisé la société. C'est-à-dire que c'est des particuliers qui m'ont dit ce que je peux le faire en pro, etc. Bon, ça, j'en ai. Il y a une chose importante, c'est que si je veux créer un système d'application d'ouverture autonome, il faut avoir l'accord de la copropriété. Okay. Pour déposer, enfin, tu vois, pour mettre un boîtier ou quoi que ce soit, il faut que ce soit voté, il faut que la copro soit OK. Souvent, ils ne sont pas tellement OK. Il faut les séduire, etc. Donc, j'ai jamais voulu, par un souci peut-être de... Je ne sais pas combien ça coûte. Pas de fainéantise, mais... Te repérer, te scanner tes cartes, tes plaques de bagnole, mais je trouve ça beaucoup plus quali que le bip, où c'est que j'ai mis le bip, le mec il reste 5 minutes à chercher dans son... Complètement. Dans la boîte à gants, merde, j'ai pas le bip, machin, mais il est où, chérie, moi ça m'arrive, j'ai des clients qui perdent le bip. Alors si j'en ai en stock, j'en ai toujours un peu en stock, mais si j'en ai pas en stock, faut aller demander au syndic. Alors déjà pour rejoindre le syndic, tu perds 3 jours, et parfois le syndic les a pas lui-même en stock, donc faut qu'il demande aux fournisseurs. Moi j'ai déjà attendu 2 mois. J'ai déjà dit à mes locataires, il y a 2 mois d'attente. Et je les ai perdus, les locataires. Même en étant sympa. Et en offrant, parfois, j'ai dû offrir aussi des mois. Tu vois, ça a été compliqué. Pour répondre à ta question, donc il faut avoir cet accord-là. C'est faisable. Moi, j'ai jamais voulu switcher un peu en mode start-up dans mon business. Je l'ai plus fait un peu comme un bon père de famille. Un peu comme un épicier, tu vois, qui compte, etc. De manière vraiment... le mec next door, en fait, tu vois, qui achète un premier parking. Et l'abonnement a la vertu de solidifier ton revenu. Tu es sûr qu'au moins tous les mois, normalement, on va parler des loyers impayés, mais normalement, ça tombe. L'heure, tu as une équation un peu plus complexe, tu prends un aléa supplémentaire. Moi, si tu veux, Yann, je veux l'équation la plus simple entre... On parlait d'une chose importante au début, on parlait du coût du stress, tu vois, et je veux que le ratio argent gagné emmerdement soit le plus intéressant possible. Si je peux gagner plus avec plus d'emmerdes et un petit peu moins mais avec beaucoup moins d'emmerdes, je pense que je choisirais un petit peu moins mais avec beaucoup d'emmerdes. Il faut rentrer dans le détail après du montant, mais moi j'ai voulu faire de manière très classique, c'est-à-dire j'ai voulu innover dans mon exploitation. Donc en faisant de la division de place ou colocation de place. Donc j'ai été un des premiers à le faire. En tout cas, j'étais celui qui l'a le plus développé à Paris. Pas seulement à Paris, mais surtout à Paris. Mais j'ai voulu rester traditionnel dans le mode d'exploitation, enfin d'un point de vue de la location. Tu vois, un bail classique, un mois renouvelable. Voilà, je vais signer un bail, une caution qui a la valeur du BIP. Et on me paye par virement entre le 1er et le 5 du mois. Et je m'emmerde pas. Je suis sympa avec les locataires. Maintenant, je les rencontre plus. Mais avant, je les rencontrais. Je suis sympa. Ils ont mon WhatsApp. Si jamais ils perdent le bip, j'essaie d'être un peu réactif. Moi, j'ai vraiment mis l'accent. J'ai été commercial pendant 10 ans. Ça a peut-être joué. J'ai vraiment mis l'accent sur le côté sympa, chaleureux. Alors, ce qui ne veut pas dire pigeon. Hein. C'est-à-dire que s'ils ne me payent pas, ça ne va pas du tout. Mais je me suis dit, voilà, je veux avoir quelqu'un de confiance. Je choisis très bien mes locataires. On pourrait croire que pour un parking, on prend le tout venant. Non. Quelqu'un qui arrive trop en retard, qui a 50 milliards de fautes dans une phrase, que je sens pas, etc., je le prends pas. Je préfère avoir de la vacance. Donc, tu vois, je suis resté dans le traditionnel, dans le mode de location, mais j'ai innové dans l'exploitation. Ok.
Dans les difficultés, notamment de loyer impayé, est-ce que tu as accès à des assurances loyer impayé ou pas du tout, c'est pas couvert? C'est pas couvert me concernant. J'ai demandé à ma banque récemment une chose, s'ils pouvaient faire des prélèvements CEPA. Tu vois, aller prélever directement mes locataires, parce que j'en ai pour ceux que je sens pas. Donc c'est-à-dire que quand j'ai un locataire que je sens pas trop, je sais même pas si un particulier a le droit, si. Mais apparemment si. Apparemment si. J'ai posé la question. Non, j'ai posé la question à. Non, parce que toi, en tant que particulier, tu peux te faire prélever. Par exemple, tu vois, quand tu es client d'un syndic, le syndic peut te prélever directement tes charges. Moi, je suis prélevé toutes mes charges de copropriété. Oui, mais le syndic est un professionnel. Tu vois, c'est via un compte pro, à mon avis. Ah, mais si d'ailleurs il y a des auditeurs qui bossent dans ce. C'est intéressant que vous me répondiez. Commentez, parce que moi, sur mes comptes pro de l'AMA, tout ce qui est à l'IS pour les parkings, c'est pas ma banque traditionnelle, mais ma banque de détail de particulier. Elle m'a dit qu'elle pouvait le faire. D'accord. Pour les locataires un peu fragiles ou que je sens pas. Ou les têtes en l'air, moi je vais te dire. Ou les têtes en l'air, mais c'est agaçant. Ouais, mais c'est agaçant parce qu'en fait, quand tu as 60-70 locataires ou plus et qu'en début de mois, ils oublient que tu dois les relancer tout le temps. Puis tu sais, ça crée des tensions. Non, mais je comprends. Moi, je t'avoue, en tant que propriétaire de parking, ça me rendrait fou. Ça me rend fou. Mais j'avoue que j'ai eu un parking étudiant. C'était un petit montant, peut-être 35 € à Bordeaux à l'époque, un truc comme ça. Que 35 €, ça peut sortir de la tête. Mais je comprends. Tu vois, ton loyer de 800 €, tu l'oublies pas. Mais c'est ça qui est pénible. C'est ça qui est pénible, c'est que je me mets à la place du locataire. C'est vrai qu'il se dit, en fait, il hiérarchise l'importance. Ils se disent, moi, mon studio étudiant, il faut que je le paye, sinon je me fais défoncer. Je suis à la rue. Le parking, je m'en fous, c'est le cadet de mes soucis. Sauf que quand tu te mets à la place du propriétaire bailleur, écoute, c'est la chienlit. Tu te sens pas respecté. Tu vois, tu te dis, t'as envie de dire à ton locataire, mais enfin, je sais pas, c'est un loyer, c'est un loyer, quoi. Pensez-y. Alors, moi, maintenant, je suis plus salarié, je bosse que pour moi, depuis assez récemment, d'ailleurs. Mais quand j'étais encore cadre dans une grosse boîte, c'était infernal, quoi. J'avais la pression du boulot, j'avais les relances, le recouvrement. Donc là, c'est pour ça que j'ai dû faire un choix aussi. Et ça, tu as des tips un petit peu pour les gens qui veulent se lancer, de méthodos, d'outils, de choses comme ça pour automatiser un petit peu toute cette partie-là? Oui, déjà un très bon fichier Excel. C'est très bête, mais il faut avoir un très bon... Moi, j'ai un tableau d'encaissement très joli, très efficace que j'utilise, où je vais pointer les encaissements. Donc déjà, c'est très très important, parce que quand tu commences à avoir plusieurs dizaines de locataires, tu es obligé de le faire. Tu ne peux pas le faire sur un calepin ou à l'ancienne. Donc moi, j'ai un tableau Excel de suivi des encaissements. Je propose à mes locataires une date, entre le 1er et le 5 du mois. Et puis, à partir du 7, tu vois, je leur laisse, si c'est le week-end, jusqu'au 7. Et le 7, je fais des relances sympas par SMS. En général, j'ai toujours un ou deux qui oublient. Je fais une relance sympa, tu fais une deuxième relance. Et en général, ça se passe bien. J'ai jamais eu de gros problèmes. Les tips que je pourrais donner à tes auditeurs, refuser le paiement en espèces. Ça, c'est un nid à embrouille. C'est un nid à emmerde. Soyez pas trop empathique avec vos locataires. On fait pas du social, on est dans l'immobilier. C'est pas du bénévolat. On n'est pas dans l'altruisme pur. Tu vois, je veux dire, moi, je suis hyper empathique. C'est-à-dire que je suis du genre à écouter vraiment mon locataire. Ça m'arrive de prendre des cafés avec mes locataires qui me racontent leur vie. Enfin, tu vois, je suis à l'écoute, en fait. Mais il faut à un moment savoir s'arrêter. Parce que si tu es trop à l'écoute, ça m'est arrivé une fois. Et il y avait toujours un problème au moment de payer. Il perd son père, sa mère, son emploi, sa moto, son truc. Bah non, quoi. Si j'en ai 60 qui sont comme ça, je me tire une balle, quoi. Donc, soyez ferme mais sympa. Ça, c'est un tips que je peux donner. Ferme mais sympa. Virement, 1er 5 du mois, une petite relance. Et puis après, on a les locataires qu'on mérite aussi, tu vois. Et choisissez pas un locataire que vous ne sentez pas. Okay. Mieux vaut avoir de la vacance, mais pas de locataire, que d'avoir un locataire hyper chiant. Et en termes d'assurance, tu as des assurances, pas de loyer impayé, d'assurance en cas d'incendie? Non, c'est la copro. C'est la copro. D'accord, donc toi, tu n'as pas de coût non plus à devoir assurer? Moi, j'ai aucun coût. Non, mais mon seul coût, ça va être les charges de copropriété. Ou même d'obligation vis-à-vis de la dégradation des deux roues que tu peux... Non, ça... Il n'y a rien, en fait. Moi, j'ai des places ouvertes avec un marquage au sol. Les seuls coûts que je vais avoir, ça va être le coût de remplacement des bips quand t'en as un qui le perd. Mais c'est pas grave, je reprends une caution. Les charges de copropriété.
donc qui ont toujours tendance à augmenter un petit peu, ça c'est pénible. Puis après la taxe foncière, et puis l'imposition qui est en fonction du mode de détention, etc. On va parler un peu plus tard de l'imposition. Et du coup, sur les charges de copro, aujourd'hui, c'est de quel ordre? Est-ce que tu as une grosse différence en fonction des projets ou on va retrouver à peu près le même montant? Le charge de copro, je dirais que c'est à peu près, si je dois faire un ratio, c'est à peu près 10% de mon loyer. D'accord. Même pas, un peu moins. Tu vois, par exemple, j'ai une place, j'ai un exemple, hein, j'ai une place 50 € par mois pour un 2 roues, j'ai après 5 € par mois de charge de copro. Elle t'a coûté combien cette place à l'achat? Cette place, elle m'a coûté 4 000 €. Ah, mais c'est la fameuse. Bon, c'est la fameuse. Alors maintenant, j'ai mis deux. Alors maintenant, c'est atypique. J'ai 2 motos. Okay. Maintenant, j'ai 2 motos, donc c'est D'accord. 90 € par mois de loyer et 4 000 € de. Bon, ça c'est exceptionnel. Mais j'ai acheté une place récemment du côté de Barbès qui était. Je l'ai acheté combien? 5 800 € hein, pour un 2 roues. Hein. Ok. Et t'arrives, ces charges de copro, c'est toi qui les paies ou tu peux les reporter sur le locataire? Moi, je les paie. Après, si tu veux, je fais les charges comprises, mais je ne vais pas faire des comptes précis, sinon je me tire une basse avec une usine à gaz. Il faut que le système soit le plus simple possible. On en revient toujours à charge comprise. Je vends charge comprise au locataire, quoi. Ok, donc effectivement, on a vu que c'était un très bon point en termes de charge mentale. Aujourd'hui, tu cibles des zones spécifiques ou tu es plutôt à avoir l'opportunité du rendement ou est-ce qu'on est encore dans localisation? Je connais très bien mon marché, je connais très bien mes locataires. Je sais exactement où est-ce que je veux acheter. Et moi, ce qui compte, c'est l'emplacement. Hein, c'est un peu le terme un peu de l'immobilier, mais tu peux me donner une super affaire qui est à 1000 km de chez moi, j'irai pas. Charge mentale. J'ai pas envie d'aller prendre le TGV, encore moins de le faire en voiture. Ouais. J'ai pas envie de sous-traiter sur parce place, que de déléguer. Le coût du billet. Le coût du billet par rapport au loyer. Mais bien sûr, le coût du billet, puis le stress. En fait, ce que les gens oublient, c'est important qu'on insiste là-dessus, c'est qu'un problème avec un locataire ou quoi, c'est un stress qui a un coût bien supérieur à un mois de loyer. Je veux dire, moi, j'ai envie de consacrer mon énergie à des choses positives et j'ai pas envie de consacrer mon énergie à courir derrière quelqu'un ou avoir un problème avec un. Donc, moi, je m'en fous d'avoir un super deal à 1000 km de chez moi. Je préfère avoir quelque chose d'un peu moins intéressant, mais juste à côté. Donc, j'ai mes coins dans Paris. Moi, j'ai beaucoup investi depuis 9 ans dans les coins montants. J'allais dire dans Boboland. Boboland. Ah, merci. T'as tout dit. C'est Boboland. C'est Boboland. J'ai écouté les adresses. Mais c'est Boboland, en fait, exactement. C'est-à-dire que... moi, les fromagers qui vendent du sabre... les boutiques bio. Du brie à la truffe. Les boutiques bio. Les opticiens, les boutiques bio, les boulangeries hors de prix, etc. Moi, c'est mon créneau, tu vois. Et en fait, j'ai regardé Paris à l'époque, en 2013. Le 16e, etc. Trop plan-plan, trop cher. Et puis, ça me disait rien de... Voilà. Et surtout, après on va dire que je suis caricatural, mais je pense aussi des bagnoles, j'ai l'impression de voir que des gros soit t'as, on va dire, il est misogyne, des nanas en smart qui se déplacent en smart pour faire 200 mètres, ça me fait... Je suis pas très écolo, mais t'en as certains qui abusent. Et d'un autre côté, que des SUV, j'ai l'impression, c'est soit l'un, soit l'autre. Et complètement, il n'y avait pas trop en fait, il n'y avait pas de besoin pour le 2 roues dans ce coin-là, dans le 16e. Les gens qui avaient des 2 roues en 2010, 11, 13, 14, 15, c'était les bobos. C'est pas pour les stigmatiser, mais c'était les bobos. Donc, ils habitaient dans l'11e. Surtout, on va être clair, moi qui viens de m'installer dans le 93 pour avoir un extérieur à côté de Paris, je suis l'archétype du bobo, hein, les Odoniens, donc je suis à Saint-Ouen. Les vieux me regardent. Voilà, je suis parti de Montmartre à là-bas, là, c'est... Et c'est dans les parcs, tu as du Théodore et du Marie Cerise et Jean Mirabel. T'es en plein dedans à Saint-Ouen, t'es vraiment dans le coup. Justement, là, il y a une place parce que il y a quand même des cités, on va pas stigmatiser non plus, mais grosso modo, effectivement, des scooters qui font que tu as peut-être envie de le mettre un peu à l'abri, et surtout quand tu as Bonneville, je sais pas combien ça coûte, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus que ça maintenant. Ouais, la Bonneville, c'était mon premier locataire qui avait une Bonneville d'ailleurs en 2013, effectivement, et j'ai beaucoup de triomphes parmi mes locataires, donc on est encore dans le côté à bobo, et j'ai beaucoup de femmes aussi. Beaucoup de femmes qui ont des motos sympas, beaucoup de motardes. Donc oui, j'ai privilégié les côtés branchés, bobos, montants.
Tu vois, vraiment, le 11e, ça a été un super truc. Maintenant, ça a changé, on était en 2013. Hein. Mais le 11e, j'ai beaucoup fait, du côté de la rue de Charonne, la rue Amelot. Ouais, parce qu'il n'y a plus de bohème. Dans Bobo, il y a bourgeois bohème. Là, on a supprimé le bohème, hein, vu les prix. Ah oui, on est resté sur le bourgeois. Ça a complètement. Bohème, je ne sais plus où, c'est parti à Nantes ou je ne sais pas où. Hein. Mais donc, c'était ces coins-là. Donc, l'Est, plutôt l'Est. Après, les coins trop populaires, un peu compliqués. Parce que les locataires veulent plutôt négocier parfois le prix. Alors là, j'élimine tout de suite encore un autre tips que je peux donner à ton audience. Quelqu'un qui négocie de 45 à 40 euros, au revoir. Mais moi, je lui réponds, mais comment vous faites avec l'augmentation du prix de l'essence? Comment vous faites avec votre assurance? Comment vous faites pour payer un scooter, des réparations? C'est très cher, tu vois. Donc, quelqu'un qui veut négocier le prix, c'est out. Ouais, en plus, tu as un marché de dingue pour moi quand justement tu parlais du coût de la réparation. Quand tu vois le coût d'un on t'a cassé, on a essayé de te forcer le top case, mais bien sûr, ils n'ont pas réussi, mais ils ont tout pété. Par rapport à 45 balles par mois, il n'y a pas... Voilà, quelqu'un qui négocie, il y a des gens qui négocient, hein, qui me disent laisse-le dehors. Tu vois, j'ai vu une annonce, il y en a un qui m'a dit ça, je l'ai gardé, je sais pas pourquoi, mais j'étais à 45 euros, j'étais déjà pas cher, il m'a dit je résilie. Je fais bon, ok. Mais par curiosité, pourquoi vous voulez résilier? Parce que vous avez un de vos confrères qui est à 5 euros de moins, etc. Moi, pour pas perdre le locataire, je lui dis ok, je vous baisse exceptionnellement à 5 euros de moins. Mais moi, je vais pas rentrer dans cette discussion-là, tu vois. T'as pas peur que l'année prochaine, il te fasse vous avez un concurrent qui a 10 euros de moins? J'ai d'autres gens derrière qui sont ok pour louer au prix. Puis en plus, les prix vont certainement augmenter, je le souhaite, avec le fait que ça va être payant dans la voirie, parce qu'il ne faut pas tirer les prix vers le bas. J'ai des petits concurrents qui ont essayé un peu de tirer les prix vers le bas en offrant des mois, en faisant ci, en faisant ça. Moi, je les aime pas trop, ces gens-là. Je suis pas pour. Il ne faut pas casser le prix. Oui, de toute façon, il y a de la place pour tout le monde. Hein. Il y a de la place pour tout le monde. Sur le nombre de deux roues, c'est un autre sujet. En parlant des deux roues, de plus en plus de vélos aussi électrique, ça se vole beaucoup, c'est compliqué de laisser la durée de vie d'un vélo électrique, je pense, attaché à un lampadaire à Paris est excessivement faible. L'espérance de vie, moins d'une heure. Ouais. Donc, effectivement, c'est quand même des prix à 1500 ou 1800 euros le vélo. Ça, tu vois de plus en plus de demandes? Ouais. De plus en plus de demandes pour le vélo. Alors, il y a un sujet pour le vélo électrique, le scooter électrique, c'est les bornes de recharge aussi. Ouais. Ça, c'est une question. Ça, c'est important. Alors, pour répondre à ta première question sur le vélo, oui, j'ai de plus en plus de demandes. J'ai des vélos. Moi, par exemple, si je suis à 50 euros, je reste à 50 euros pour l'emplacement. Tu vois, divisé. Donc, s'ils en ont deux, ils peuvent en mettre deux. Ce qu'il faut, c'est que ça ne gêne pas le locataire suivant. Tu vois. D'accord. Mais je suis OK, par exemple, tu vois, si j'ai 4 motos sur une place, si une des places divisée, donc un des morceaux qui fait 1,20 m de large sur 2,20 m, la personne veut mettre 2 vélos et que ça ne dérange pas les autres, je ne vais pas lui faire 2 fois 45 euros. Par contre, je ne donne qu'un bip. D'accord, mais est-ce que par contre, tu peux te dire, tu achètes une place voiture, tu ne veux pas faire de voiture, mais par contre, tu fais 8 vélos. Complètement. Par contre, bonne chance pour aller chercher 8 bips auprès du syndic, par expérience. Bonne chance. Et puis, c'est un peu plus d'organisation, tu auras plus de turnover. Et on en revient à la charge mentale. Donc, il faut toujours faire un ratio. Après, tout dépend des gens. Moi, j'ai ma personnalité. Moi, j'ai ma personnalité. Tu vois, j'aime être tranquille. J'aime pas être emmerdé. C'est ma personnalité. Quelqu'un qui veut y aller vraiment en mode bourrin avec le couteau entre les dents, il peut se dire, je vais faire la même chose sur le parking vélo. Et ils vont avoir 150 locataires. Et c'est souvent des gens qui vivent dans les tableaux Excel. Mais c'est pas mon truc, moi je suis sur le terrain. Pas de la réalité, qui vivent dans les tableaux Excel et qui sont contents d'un chiffre, d'un rendement. Ouais. Et moi, ce qui me fascine, c'est souvent ils price jamais leur temps. Ça, c'est quand même fondamental. Et souvent, j'ai eu le cas, ce que j'ai fait comprendre à un client qui est médecin généraliste. Et donc il me parlait d'immeubles de rapport, là, les fameux trucs hyper chronophages, machin, bidule. C'est génial, ça a du rendement de dingue et tout. Je dis, mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire des choses avec un peu moins de rapport? Vous avez la chance d'avoir une patientèle médecin généraliste, ouvre la porte, tu as du monde. Hein. Le flux, c'est comme l'eau, hein. Ça se remplit, tu vois. Et qu'à 25 € les 5-10 minutes de consultation, au final, est-ce qu'il ne faut pas comment ça s'appelle, la demi-journée que vous allez prendre, je pense que vous ferez plus, si c'est vraiment l'argent et le rendement le sujet, faut peut-être faire plus, ou un dev qui va prendre une mission supplémentaire fera peut-être plus d'argent, aller batailler des heures et des heures sur le bon coin pour trouver le truc avec le rendement, alors que
voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi pricer son temps, c'est important. Ouais, puis l'immobilier, ça se vit, c'est pas que de la théorie. Donc oui, théoriquement, ça peut être plus intéressant quand on est sur Excel, mais il faut lever un peu les yeux de votre ordinateur. Et l'immobilier, c'est aussi voilà, l'opportunité que ça peut t'offrir en temps libre, le terrain aussi, rencontrer les locataires, sourcer sur le terrain des nouveaux biens. Donc ça doit être aussi un plaisir quand même, je pense. Moi qui fais pas mal de rendez-vous chez les gens, de mes clients et de mes prospects, il y a un truc que je trouve de plus en plus désagréable, c'est quand tu rentres dans les entrées, tu as toujours la trottinette électrique au milieu. Et je me dis, je n'ai pas noté, mais juste en discutant, c'est qu'effectivement, même si ça ne prend pas plier une place de dingue dans l'absolu par rapport à un vélo ou forcément une moto, mais ça prend suffisamment de place, quoi. Surtout si maintenant il y en a 2 par foyer, des appartements de 60-70 mètres carrés, c'est pas mal aussi de trouver des places pour ça. C'est une très bonne idée, pourquoi pas, mettre des trottinettes électriques dans les parkings. Et quand tu as celle des enfants, là, les mini-trotts partout. Il faudrait avoir des racks, tu vois. Après, c'est sécuriser ton véhicule dans le parking. C'est-à-dire que tu vois, sur une place, moi j'ai de plus en plus de gens qui me disent est-ce qu'il y a un point, une ancre, tu vois, une attache au sol. Donc je mets des attaches au sol parfois. T'as pas d'arceau aussi Tu peux mettre un arceau, tu peux mettre une encre. Une encre, c'est bien parce que ça coûte une 50aine d'euros, tu fixes ça dans le béton et la personne peut mettre une chaîne et accrocher à sa roue. Donc tu vois, ça rajoute un peu de sécurité. Okay. Pour les vélos, tu peux avoir un rack à vélo. Pour les trottinettes, j'ai pas l'outil, quoi. Mais c'est important de sécuriser aussi au maximum au sein même de la copro. Bon, après, ce qui est important, c'est que la copro soit sécurisée. S'il y a un gardien, c'est mieux. Trottinette, tu peux imaginer une boîte sur un mur. Oui, désolé pour les gens en podcast qui écoutent le podcast, c'est pas très visuel. Mais effectivement, faire une boîte, accrocher un mur, si tu as le mur au fond de ta place de parking. Et Pourquoi pas Non, mais pourquoi pas. Après, toujours avoir en tête qu'il ne faut pas que ça agace la copro. Parce que le conseil syndical peut, si tu modifies trop l'aspect, si tu mets des casiers, trop l'aspect, tu peux t'ouvrir à des emmerdements de la part du conseil syndical qui vont remonter ça au syndic en disant il est bien gentil, le petit monsieur ou la petite dame, mais on va interdire ça. Enfin, tu vois, il faut trouver Surtout que tu as une forte jalousie. Tu as une forte jalousie. Moi, je l'ai beaucoup perçu, c'est un peu dommage. L'avantage du box, c'est que tu as moins ça parce que tu es plus discret. Ouais. Tu vas t'acheter un double box, tu peux faire une boucherie à l'intérieur avec du 2 roues, tu es plus discret, etc. La place ouverte, c'est aux yeux de tous. Mais tu as une jalousie. Franchement, j'ai pas peur de le dire, tu as une vraie jalousie de la part des salariés des syndics ou bien parfois des membres du conseil syndical ou du conseil syndical tout court. Ça les énerve en fait. Ils se disent mais attends, mais le petit jeune là, ou pas d'ailleurs, il met 8 motos à 50 €. Et après ils vont voir, hein. Ils vont regarder. Moi j'ai même une des copropriétés où je suis, ils ont fait du parking moto en se calquant sur mes tarifs. Ils sont allés voir sur Le Bon Coin mes prix et ils ont refait la même chose avec des loyers qui vont tomber pour eux, quoi. Donc tu vois, pour la copro. Bien sûr. J'ai halluciné. J'ai envoyé un message, j'ai dit mais qu'est-ce que vous faites donc en fait, ils critiquent un truc en disant... Tu as envoyé des notes de conseil ou... Je devrais. En fait, ils critiquent un truc en disant oui, on veut pas vous donner trop de bip, vous savez, c'est un bip par parking, etc. Et puis ensuite, ils réfléchissent, ils disent mais il est quand même malin le mec. Ils réfléchissent et ils font la même chose que toi. Puis tu vois, mais sur cette jalousie, moi je la vois parce que j'ai des amis qui essaient de créer une surélévation dans l'immeuble où ils sont. Et ce que je leur ai dit, le vrai sujet, sous-estimez pas, parce qu'il y avait un peu d'indemnisation pour les travaux, les choses comme ça. Ils avaient pris une petite enveloppe mais ne pas sous-estimer la jalousie des gens, de se dire le voisin d'à côté un peu, et que les gens vont bloquer le projet juste parce que c'est des rageux ni plus ni moins, tu vois. Ouais, ça c'est sûr que c'est pas à sous-estimer. Parce que tu as plein de gens, si tu veux, qui payent leurs charges et qui s'y rament un peu aussi en copro, tu vois, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils payent des charges qui augmentent malheureusement chaque année, hein, ça va pas à la baisse. Et du coup, ils peuvent se dire, mais être un peu envieux de l'idée que tu as eue. Et ça peut créer, ils peuvent simplement te mettre des bâtons dans les roues gentiment. Donc, charge mentale. Et si tu multiplies ça par 15 copropriétés où tu es client, c'est difficile au bout d'un moment. Ouais. Et à toi d'envoyer
des petits chocolats à Noël. Ouais, moi j'essaie d'être sympa, mais ça m'est arrivé plusieurs fois de sentir qu'il y avait des tensions et de mettre ma plus belle veste et d'aller les voir, et de faire des grands sourires un peu commerciaux, et dire vous inquiétez pas, je suis quelqu'un de bien élevé, tout va bien, je suis sympa, bonjour. Et En plus, c'est quoi le nombre dans la copro où tu as le plus grand nombre de places? J'ai des copros, j'ai 8-10 locataires. D'accord. J'ai des copros où j'ai 3-4 parkings. Okay. J'ai une copro, j'ai une grande double place qui fait plus de 40 mètres carrés. Et là, j'ai mis une dizaine de deux roues, super bien, etc. Et là, pour avoir les 10 bips, ça a été un peu le coton, ouais. J'ai réussi. Mais... Ouais. J'ai dû me déplacer. Ouais. J'ai dû me déplacer, faire un peu de SAV. Bonjour. C'était pas sympa, quoi, tu vois. Ouais, forcément. Ok. Mais c'est des petits problèmes. Tu vas comparer, tu parlais des immeubles de rapport. Ah oui, franchement, non, j'ai des t'as pas une toiture problèmes. qui te tombe. Mais ce que je dis, les débutants, n'allez pas sur des choses comme ça. Parfois, les gens me contactent. Non, mais c'est surtout que ton problème, il est identifié. Tu sais que quand tu fais l'opération, tu vas avoir la période négo. Voilà, une fois que c'est fait, que tu les as rassurés, le problème, il est réglé. Tandis que dans l'immeuble de rapport, ça peut revenir, si c'est pas le studio 4 qui a le problème de fuite, ça peut être le 7, et tu peux avoir la toiture, et tu peux avoir le problème d'évacuation des eaux usées dans ton immeuble, tu vois. Donc c'est l'inconnu. C'est interminable, tandis que toi, t'as un problème, tu le résous, voilà, on passe à autre chose. Moi, ça me rassure. Je te dis la vérité, c'est rassurant. J'aime bien maîtriser ce que je fais. Quand je fais un business, j'aime bien le comprendre, le maîtriser. C'est beaucoup plus sécurisant. Et le problème d'un immeuble de rapport ou quoi, c'est qu'il y a un truc qui peut te tomber sur la tête, tu sais pas ce que c'est, tu le connais pas, tu le maîtrises pas. Le parking, avec l'expérience, je connais les points sensibles et c'est toujours les mêmes. Ok. Fiscalité, je suppose qu'on est sur du revenu foncier. Ouais, tu es sur du revenu foncier. C'est pas terrible le revenu foncier. Donc, c'est tranche marginale d'imposition plus CSG. Ouais, exactement. Voilà. Sachant que tu as le micro-foncier, si tu fais moins de 15 000, voilà, tu es au micro-foncier, donc avec 30%. Comme tu n'as pas beaucoup de charges, ça doit être intéressant, je suppose. Ouais, c'est intéressant. Donc on est au revenu foncier pour la plupart des gens, 99% des gens qui vont investir. C'est comme ça que j'ai commencé. Pour un souci de simplicité, tu vois. Je ne savais même pas ce que c'était une SCI, l'IS, encore pire. Donc, régime foncier, régime des particuliers. Après, si vous voulez développer, vous pouvez acheter en SCI. Donc, soit à l'IR, qui est à peu près la même chose, sauf qu'on achète à plusieurs pour éviter l'indivision, ou soit à l'impôt sur les sociétés, avec le taux réduit à 15% si vous faites moins de 38 120 € de bénéfices. Donc voilà, quand on démarre, c'est en direct, foncier. Et puis après, si on veut aller plus loin, qu'on a déjà des revenus. Et sur la SCI à l'IS, je l'ai dit souvent sur ce podcast, c'est que le sujet, c'est que entre les vendeurs de YouTube et, je les mets dedans aussi, nous autres conseillers en gestion de patrimoine, c'est qu'on vend de la création patrimoniale. Tu vois, plus on crée du patrimoine, plus le client est content, plus on prend des honoraires ou des commissions, donc tout le monde est content. Sauf que on ne gère pas comme les notaires l'après. Et que souvent, tu as essayé à l'IS, c'est une prison dorée, où certes, tu vas optimiser tes flux et les fanas des gens qui vivent sur le tableau Excel, ils voient que c'est génial. Et ce qu'il faut faire attention, et souvent les notaires me disent, c'est les CGP, les experts comptables, vous passez pour des génies auprès de vos clients avec cette solution, mais c'est nous qui gérons la merde au moment de la succession. Est-ce que les SCI à l'IS, c'est pas ce que moi j'appelle une bombe à retardement fiscal? C'est que, voilà, et j'ai des clients pour le coup, on va dire que c'est des problèmes de riches qui sont des jeunes actifs qui aujourd'hui se retrouvent par des grands-parents avec 9, 10 cousins dans une SCI à l'IS et donc avec des revenus différents, des projets de vie complètement différents qui se connaissent pas forcément ou même se connaissent et ne peuvent ne pas s'apprécier. Et que c'est une vraie galère à liquider au niveau fiscal. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi. Donc les gens qui se partent souvent comme ça, j'ai vu une vidéo YouTube, je vais faire une SCI à l'IS. Non, déjà, commence par avoir un patrimoine en nom propre correct. Et après, effectivement, on voit dans un deuxième temps. Pourquoi ? Parce que peut-être que le jour où tu as des enfants, mais c'est bien que ce patrimoine en nom propre soit liquide. Il liquide pour payer les droits de succession, on aura beaucoup plus de mal à liquider la SCI à l'IS. Et il paiera des droits de succession dessus. Donc c'est... Il faut y aller step by step. Ouais. Tu vois, c'est d'être raisonnable. Il y a un problème aujourd'hui, surtout les jeunes générations, c'est tout de suite.
Ils veulent tout de suite être riches, tout de suite avoir 36 immeubles de rapport. Non, ça marche pas comme ça dans la vie. Moi, j'ai mis 9 ans dans les parkings. 9 ans, c'est pour quelqu'un qui fait des cryptos, c'est une éternité. Bah, c'est quasiment, ouais, pas loin de la création, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais enfin. Donc, commencer petit et en propre. J'ai commencé 4 000 € à Paris, on ne peut pas faire plus petit, je pense. En propre, vous apprenez, vous vous formez, vous allez effectivement demander du conseil auprès de professionnels d'un point de vue fiscal, d'un point de vue patrimonial, etc. Vous vous formez. Et puis après, si vous voulez passer sur des montages juridiques un peu plus complexes, en pesant le pour et le contre avec un professionnel, eh ben pourquoi pas. Mais commencez pas tout de suite à acheter. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a contacté, il voulait acheter tout de suite plusieurs places en SCI à l'IS, il était précipité. J'ai dit déjà, achète mon livre déjà. Enfin, première chose, déjà, renseigne-toi. Step by step. Ne précipite pas. Et tu vois, la notion d'indivision, parce que ça peut être chiant d'être en indivision et tout. Au pire, si tu as des rachats de parts sur les places de parking, je veux dire, tu t'achetais en couple, tu divorces. Si tu as un peu d'argent de côté, tu vois, c'est pas des sujets où tu vois, le rachat de parts, c'est, à mon avis, bien moins problématique que. Sauf si tu as beaucoup de lots et que c'est. Voilà, mais pour les gens qui ont 2-3 places par-ci par-là, où il faut racheter, je sais pas, 20 000 ou 25 000, la soulte du conjoint avec qui tu te sépares, c'est pas. Ouais, parce que la SCI, c'est quand même une compta à faire. Ouais, bien sûr. Il y a quand même une compta. Donc, si vous achetez, vous créez une SCI par parking, par copropriété, et vous rattachez ça à une holding, c'est vite l'enfer. Donc... et les frais comptables, est-ce qu'ils ne vont pas bouffer une grosse partie de la marge? Bien sûr, si tu achètes un parking, même si tu l'exploites en colocation, tes frais comptables sera la moitié de ton chiffre d'affaires. Donc, même si tu trouves un comptable qui te fait ça pour 400 € ou 500 €, parce que t'es sympa et qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements. Ça va te coûter 3 mois de loyer, quoi. Ça va te coûter, au moins, quoi. Au moins. Donc, non, ça peut vite être une usine à gaz. Faites-le quand c'est intéressant, quand vous pouvez le faire, mais ça peut vous dégoûter du truc si vous le faites rapidement. Dernier point, du coup, justement, un point hyper intéressant, c'est qu'on a accès à l'effet de levier, au crédit. Ouais. Je me posais la question, puisque moi j'ai vu sur une autre classe d'actifs, la SCPI, qu'on constate une augmentation du ticket minimum pour avoir accès au crédit. Parce qu'à une époque, c'était 30, plus 50, plus 75, plus 100 aujourd'hui, hors pré-conso affecté. T'as pas ce problème-là d'aller voir ton banquier qui souffle, qui te dit faire un comité de crédit parce que je pense que le process est le même pour 30 000 balles. T'as 50 000 € sur le compte, achète-moi ça en cash et viens pas m'emmerder. C'est hyper intéressant ta question, ça a changé entre le moment où j'ai commencé et maintenant. Après, ça dépend de ta banque, etc. Moi, j'avais eu la chance de tomber, je sais pas, aller voir un courtier qui m'avait dégoté un crédit pour ma résidence principale à l'époque. Et du coup, il m'avait fait rentrer dans une banque. J'étais rentré dans cette banque et ensuite je leur ai dit je veux acheter des parkings. Et ils me faisaient des crédits. La conseillère que j'avais, qui était très professionnelle, me faisait des crédits immobiliers. D'accord. Sur 20 ans. Ok. Différé de crédit, ok. Différé total, amortissement, intérêt si tu veux aussi. Hein. Elle me faisait des 6 mois de différé. Alors qu'il n'y a rien à casser, il n'y a pas de travaux. Mais elle me faisait un vrai crédit immobilier. Intéressant, etc. Donc, il fallait qu'il monte effectivement le dossier, etc. Moi, c'est une banque où il y avait une délégation en agence. C'était pas une banque nationale où ça remontait au siège. C'est l'avantage. C'était une caisse régionale. Ouais. Donc, j'avais bien choisi ma banque. Récemment, là, j'ai acheté en fonds propres. En fait, maintenant, ma stratégie, c'est vu que je fais pas mal de cash flow, j'ai de la trésor, je peux racheter en fonds propres. Je réinvestis la trésor. Donc, pour me passer des banques. Tu vois. Mais maintenant, je peux pas faire un gros projet, c'est que des petits projets, tu vois. Un gros projet, j'ai pas assez de cash. Mais récemment, il y a 2-3 ans, j'ai voulu racheter avec l'effet de levier. Et alors, la conseillère avait changé aussi, c'est peut-être dû à ça. J'avais pas rencontré la nouvelle, toujours important de rencontrer les interlocuteurs. Elle voulait me faire un conso. Pourquoi ? Parce que souvent... plus simple, décision... décision plus simple. Peut-être commission aussi pour le conseiller qui est un commercial comme un autre, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc, ils touchent peut-être un peu de... Ils avaient peut-être épuisé leur quota de crédit IMO. Peut-être une petite prime si tu fais des consos. Il y a la saisonnalité aussi pour avoir un crédit. Il y a des moments, tu vois, en fin d'année, c'est un peu plus compliqué. Donc, ils vont plus faire un conso qu'en début d'année où il y a le champ libre. Donc, je sais que maintenant, ils sont plutôt sur le conso. C'est moins intéressant, bien entendu, pour plusieurs raisons. Parce que la durée est plus courte, ça coûte plus cher.
Donc, qui dit durée plus courte dit que... Avec la remontée de taux, je sais pas combien ils vont te sortir le conso, mais je sais ton pas, rendement, il va quand même... J'ai fait un conso, sur une de mes places. Il y a combien de temps ? 2000, ça va faire 3 ans. Ouais, quand même. 3 ans, j'ai fait un conso, je sais plus à combien j'étais. Mais c'était pas la meilleure opération du siècle. La place était intéressante, je connaissais déjà la copo, j'étais déjà propriétaire. Mais voilà, il faut insister pour avoir de l'IMO si possible. Ok. Et du coup, pour résumer, ce que moi je retiens de nos échanges, c'est qu'on a quand même du rendement que tu vas estimer à quoi. Après toi, c'est parisien, donc forcément, il est peut-être intéressant ailleurs, mais tu augmentes ton risque. Donc, voilà, mais l'idée, c'est quoi ? C'est entre 7 et 10%. Tu veux dire net de brut, net de charge ? Brut. Sur de la voiture. À Paris, dans les grandes villes, sur de la voiture, on va être entre 5 et 9%, 5 et 9% sur de la voiture. D'accord. Sur du 2 roues, on peut aller chercher au-delà de 10 brut. Au-delà de 10. Moi, je suis toujours pessimiste. C'est-à-dire que je préfère moins que aller, tu vois. Oui, j'ai des places à 20. Mais c'est parce que je les ai achetées très peu cher, j'ai négocié off-market, etc. Mais globalement, effectivement, si on fait une synthèse, globalement, on peut aller chercher de la renta entre 5. Si c'est moins de 5, c'est même pas la peine de se déplacer. 5, voilà. 5 minimum, grand minimum, jusqu'à 10. Entre 5 et 10, c'est très bien. D'accord. Donc, OK pour les rendements. Accès au crédit, on a vu. Possible. Possibilité de maîtriser ou pas la fiscalité en nom propre ou SCI à l'IS. On va voir, mais pareil, pas de boule de cristal, le marché qui peut être haussier, contrairement au marché résidentiel, du fait d'une raréfaction de l'offre. Voilà, donc ça, c'est des sujets aussi des gens aujourd'hui qui veulent se protéger de peut-être d'un marché baissier. Ça peut être aussi une idée de faire de l'immobilier dans une classe d'actifs qui sera peut-être moins baissière, on ne sait pas, mais le voir un peu sur ce prisme-là. Ok, c'est très clair. Où c'est qu'on peut te retrouver si on veut échanger ? Donc, je le répète, investir dans les parkings pour créer sa liberté financière. C'est la maison Erol. Ouais, c'est Erol. C'est le livre en fait qui est sorti le 16 juin dernier, donc c'est très récent. C'est un livre que j'ai écrit seul, donc ça c'est important de le dire, c'est un peu un secret de Polichinelle. Il y a beaucoup d'auteurs qui sortent des livres, qui en font l'apologie un peu sur les réseaux, mais ils ne l'ont pas écrit. D'accord ? Ils l'ont pas écrit, donc dans le meilleur des cas, ils étaient aidés avec un co-auteur, et dans le pire des cas, c'était un prête-plume qui a écrit le livre. Donc moi, je l'ai vraiment écrit. J'ai les 9 ans d'expérience dans les parkings d'un mec next door, lambda en fait, pas un institutionnel, qui est parti d'une première place et qui a développé un parc comme significatif. Il y a pas mal de récits, donc je vous conseille vraiment, si le sujet vous intéresse, de lire le livre. Et puis après, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, sur Instagram, sur Internet facilement. Mais vraiment, le point d'entrée intéressant, c'est de le livre, on le trouve... On le trouve à la FNAC, sur Amazon, dans toutes les bonnes librairies en France, même dans certains supermarchés, un peu partout. Il y a une bonne diffusion et il est très bien classé. Il est dans le top du secteur, dans les ventes. Il est en tête de honte dans plein d'endroits. Je suis très content. En tout cas, il a un très bon accueil. Il plaît et c'est top. N'hésitez pas pour la plage. Pour la plage, ça peut être bien. C'est un vrai sujet conso. C'est-à-dire que, oui, le problème du parking, c'est que c'est un côté un peu pas sexy. Tu vois, un parking, voilà, c'est un peu rude, un peu. Tu vois, c'est pas du homestaging. On n'est pas dans la déco, etc. Mais j'ai essayé de le rendre le plus sympa possible. Et puis, ça peut être un bon pied à l'étrier pour des hommes ou des femmes qui ont un peu peur de se lancer dans un appartement et qui veulent démarrer petit. Donc c'est toujours sérieux de commencer petit. Moi, c'est ce que je préconise. Donc sur la serviette à côté de la crème solaire, c'est pas forcément idiot. Ok. Je te charriais un petit peu avant l'épisode. À quand Parking Pierre ou Parking Épargne, des CPI spécialisés dans le parking? Tu as réfléchi à ce sujet? Moi qui aime beaucoup ce type d'investissement. Pourquoi pas? On en a déjà parlé, j'ai pas creusé encore, mais c'est quelque chose à faire. Après, comme on disait hors antenne, il faut voir à quel niveau on peut sourcer, scaler, etc. Si on peut avoir le produit et le volume. Donc ça, c'est encore à définir.
À quelle échelle il faut le faire? Est-ce qu'il faut rester en France? Est-ce qu'il faut aller en Europe? Parce qu'on ne l'a pas dit, donc certes, tu as des compétiteurs dans la recherche, mais eux, c'est des très gros parkings. Ouais. Les FIA, les Indigo, les machins, les trucs, donc c'est pas le même truc. J'ai l'impression que par contre, en concurrence, tu vas avoir quelques foncières familiales qui doivent regarder, mais plus sur des lots importants. Ça, tu as cette chance-là aujourd'hui de pouvoir encore sourcer. Tu n'as pas beaucoup de compétiteurs. Il n'y a pas beaucoup c'est exact. C'est-à-dire qu'on peut trouver des biens très rentables. Il n'y a pas vraiment, j'ai pas vraiment de concurrence. Effectivement, tu as soit des foncières familiales qui font pas de roues d'ailleurs, mais qui achètent fort et qui font ça depuis longtemps, tu vois, avec une certaine pérennité de génération en génération. Des gens très discrets qui écrivent pas de livres, etc. Tu vois, soit des très gros acteurs institutionnels. Bon, là, il n'y a aucune comparaison. Mais, ou alors des petits investisseurs, mais qui achètent 1 ou 2, 3 parkings. Mais si tu veux, moi, mon profil, qui s'est un peu énervé dans le truc pendant 9 ans quand même, je suis assez seul. Il y en a qui essaient un peu de rattraper, ça a peut-être créé des vocations, mais il y a de la place, quoi. Il y a quelque chose à faire. Ok, super. Dernière question. Une recommandation, quelque chose que tu as kiffé récemment, peu importe, mais qui n'est pas dans le thème de l'investissement. Ça peut être quelque chose que j'ai aussi, qui m'appartient. Bah moi, j'aime bien les montres. C'est une des choses que j'aime bien. Et je fais un peu de vidéos sur YouTube de montres, tu vois. D'accord. Donc, t'as des marques, t'as des trucs... ça s'appelle Tocant. T-O-C-A-N-T-E-S, Tocant. Et je parle de montres. Je vais chez les gens. C'est assez hyper original. Je vais chez les gens, un peu comme les youtubeurs de voitures ou quoi. Je vais chez les gens et puis ils me montrent leur montre, peu importe la marque, et on l'essaie, etc. Et ça me permet de rencontrer plein de gens, dont certains sont dans l'immobilier, certains ont acheté le livre, certains font des parkings. Donc je rencontre plein de gens. C'est une manière pour moi de rencontrer du monde. Et on va dire un modèle que tu kiffes particulièrement à, on va dire, moins de 1 000 €, et après... un modèle si jamais le livre cartonne et que tu pourrais t'acheter la montre de tes rêves. C'est une bonne question. Moins de 1 000 €, je ne sais pas trop quel modèle on pourrait avoir. Il y avait Bell & Ross, mais je crois que les prix ont bien augmenté depuis ce temps-là. Il n'y en a plus à moins de 1 000 €. Mais il y a des... J'ai pas trop de recommandations pour les montres à moins de 1 000, mais vous pouvez vous faire plaisir. L'important, c'est de montre qui vous plaise. Vous voyez que le bouquin, il marche très très bien. Il est plus sur ce genre de prix. Mais après... Alors, ce qui est intéressant quand on parle d'investissement, parce que c'est aussi une thématique qui nous intéresse, c'est qu'il y a aussi un business dans les montres. Il y a certaines marques, tu vois, comme Audemars Piguet, Rolex, Patek Philippe, qui sont des vrais investissements. Alors après, qu'on valide ou pas, mais où le prix, si tu veux, quand tu sors de la boutique, c'est quasiment le double du prix de la boutique. Ce qu'il y a aussi dans certaines marques de voitures, etc., des modèles en édition limitée. Donc il y a une vraie spéculation dans la montre. Et il y a des vrais collectionneurs de montres. Donc ça, c'est aussi intéressant. Je valide pas forcément ça, parce que c'est un marché complètement fou. Justement, je cherche si tu as des recommandations de personnes qui pourraient venir nous parler pourquoi pas. de ce genre d'investissement. Mais c'est intéressant. Pour savoir, notamment, pour diversifier, c'est intéressant. Ok, super. Moi, ma reco va porter sur une série que j'ai finie sur Canal+, Two Summers. Voilà, une série flamande qui est sympa, 6 épisodes, 8 clos. La version française est un peu, j'ai l'impression d'être au cercle série sur Canal+. Je donne mon petit avis qui intéresse sûrement pas grand monde, mais ouais, le côté français est un peu désagréable, mais sinon c'est sympa. J'ai pas fait en version originelle parce que le côté flamand me plaît pas trop à l'oreille, mais franchement ça m'a plu. Allez voir ça, Two Summers sur Canal. Ok. Voilà. Quant à moi, vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur LinkedIn, Johan Tortig. N'hésitez pas à m'ajouter pour qu'on parle de votre situation patrimoniale. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les épisodes et surtout à commenter. Il n'y a pas assez de commentaires. Et à parler de vous, de la chaîne YouTube, du podcast auprès de vos amis. C'est comme ça qu'on crée une énergie, une communauté. Je vous embrasse. Je vous dis, je ne sais pas quand, pour la simple et bonne raison, il y aura d'autres épisodes, mais je ne sais pas, là on est juste avant les vacances, si on diffuse avant les vacances ou en septembre. En tout cas, si je ne vous ai pas vu, je vous souhaite un bel été et on se retrouve très vite. Salut. Salut.